Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons aujourd'hui parler du rôle des ONG dans le devoir de vigilance. Alors pour parler du rôle des ONG dans le devoir de vigilance, donc on a déjà eu un certain nombre d'ONG qui sont intervenues sur ce podcast, mais aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Canel Lavitte. Bonjour Canel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté. Donc tu es co-directrice du programme Entreprises et droits humains à l'ECCHR et je vais te laisser présenter cette ONG et de quelle manière vous agissez en général et notamment par rapport à la question et aux activités des entreprises. Oui, merci Charlotte de cette invitation. Donc oui, ICCHR, donc ECCHR, Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits humains. On est une ONG qui est basée à Berlin. On a été créé en 2004 par un avocat allemand. Et je dirais que le constat sur lequel s'est créé ICCHR, c'est qu'à l'époque, et c'est presque plus le cas aujourd'hui, mais qu'aucun homme ou femme politique ou militaire d'un État occidental n'avait jamais siégé sur le banc des accusés à la Cour pénale internationale et qu'il y avait du coup ce constat de double standard en fait dans l'application des droits humains et de la justice pénale internationale. Donc on était vraiment au début focalisé sur les acteurs étatiques et assez rapidement ce constat de double standard en fait il s'est transposé aux acteurs économiques. On a mené pas mal de consultations avec des communautés affectées en Amérique latine et des associations par l'industrie minière où là voilà il y a la révélation en tout cas ce qui en est ressorti c'était qu'il y avait aussi des doubles standards dans le fait qu'il y avait des violations de droits humains qui étaient causées par des entreprises multinationales souvent basées en Europe ou aux États-Unis ou en tout cas en dehors de l'Amérique latine, à travers leur chaîne de production et de valeur, avec très peu d'accès à la justice, à la réparation pour les personnes affectées en bout de chaîne. Donc en fait, de ces consultations s'est créé le département entreprises et droits humains dans lequel je travaille. Et là, le mandat vraiment de ce département, c'est d'accompagner les personnes ou les communautés qui sont affectées par des violations de droits humains, qui sont liées aux entreprises multinationales basées en Europe et qui agissent donc à l'étranger. De ce fait, nos actions, elles sont principalement basées en Europe et dans plusieurs pays européens et on n'est pas focalisé sur simplement, je dirais la voie, par exemple sur les lois sur le devoir de vigilance ou sur des actions basées sur le droit pénal ou d'autres avenues juridiques parce qu'on développe en fait nos contentieux vraiment sur la base des demandes qui sont celles qui nous sont portées par les personnes affectées et voilà et des différentes considérations stratégiques qui sont liées à ces demandes. Alors peut-être on peut parler de ces contentieux. Donc vous en avez en France, notamment sur le fondement du devoir de vigilance. Vous en avez aussi en Allemagne sur donc devoir de vigilance, mais aussi responsabilité pénale, mais aussi je crois responsabilité civile. Est-ce que tu peux alors on va pas développer tous les contentieux, mais peut-être plus généralement. Donc tu l'as dit, c'est vraiment le lien avec les communautés affectées et les victimes, et c'est ça qui lance, si je comprends bien vos actions, mais est-ce que tu peux peut-être développer sur les constats que vous faites en termes des obstacles à l'accès à la justice de ces communautés et plus généralement des enjeux liés effectifs liés à l'accès aux tribunaux pour les personnes victimes? Oui, alors pour juste expliquer un peu, en fait, les obstacles qu'on observe, ils s'observent à travers les 3 principaux thèmes qu'on traite. Le premier, c'est le thème des chaînes de valeur et de production, donc des violations dans le cadre de ces chaînes de valeur et de production. Et là, ça peut être des violations de droit du travail, droit à la santé, dommages à l'environnement. Le deuxième gros thème, c'est la justice climatique, avec à la fois les réparations pour les dommages climatiques qui sont déjà causés par les émissions, par exemple, de CO2, mais aussi par les dommages à l'environnement et le lien que ces dommages sur l'environnement ont avec les droits humains des personnes affectées ou qui vivent dans cet environnement, mais aussi les violations liées à la transition énergétique juste. Et le troisième thème, c'est lié aux entreprises qui opèrent dans des zones de conflit ou
ou de répression. Et là, les obstacles, ils sont quand même systématiques. Le premier, je dirais que c'est tout simplement l'accès pratique à l'information sur l'existence de lois ou de recours qui pourraient permettre à une personne affectée, que ce soit en Syrie, au Pakistan ou en Indonésie, par les violations qui couvrent ces 3 thèmes là dont je viens de parler, qu'il y a des lois dont elle pourrait se saisir pour obtenir réparation d'une entreprise basée en Europe. Et ça, on le voit beaucoup. Là, récemment, on a travaillé sur un dossier là, sur la loi allemande sur le devoir de vigilance, en interrogeant plus de 350 employés dans des usines de sous-traitance au Pakistan, qui fournissaient plusieurs supermarchés et chaînes de vêtements en Allemagne. Quasiment aucun des employés n'était en mesure d'abord de connaître qu'il y avait des lois sur le devoir de vigilance en Europe dont ils pourraient se saisir pour faire valoir leurs droits, et n'étaient pas non plus en mesure de dire pour quelle entreprise ils étaient en train de fournir des vêtements ou travailler pour la fourniture de vêtements. Donc c'est vraiment l'accès à l'information. Et puis ensuite, il y a tout le volet, je dirais, la longévité de ces contentieux qui fait qu'ils demandent beaucoup de ressources, d'abord financières. Si on prend les dossiers climatiques, on a un dossier qui concerne l'Indonésie et c'est une plainte civile ou un recours civil contre Holcim en Suisse, en demandant à ce que Holcim répare une partie des dommages causés à des communautés en Indonésie sur une île qui est en proie à disparaître à cause de la montée des eaux, qui est elle-même liée au réchauffement climatique. Là, c'est des coûts énormes qui sont liés à, par exemple, la production d'expertise scientifique, mais aussi au coût des tribunaux. Et puis il y a aussi le coût de la longévité, je dirais, humaine de ces contentieux qui durent plusieurs années et qui demandent de la part de ces associations, de ces communautés, d'être mobilisées, alors que, voilà, sur le long terme, alors leur vie, bien souvent, c'est pas d'atterrir devant les tribunaux en Europe pour faire valoir leurs violations de droits humains. Leur vie, c'est d'avoir un travail, de subvenir à leurs besoins, de vivre avec leur famille. Donc c'est des choses qui sont accessoires et qui sont souvent dans des conditions soit de sécurité très difficiles ou soit de précarité financière, par exemple, aussi très difficiles. Voilà, il y a aussi bien sûr plein d'autres obstacles juridiques, mais je pense qu'on pourra peut-être en parler si on parle des lois sur le devoir de vigilance, par exemple. Oui, très bien, tu l'as évoqué. Donc, vous suivez la loi allemande. Hein. Nous, on parle beaucoup de la loi française dans ce podcast, mais tu la connais aussi, puisque, comme j'ai dit, vous avez un contentieux en France sur ce fondement. Quel est, votre regard sur l'application de cette loi allemande et surtout de son effectivité, toujours, bien sûr, dans un sens de réparation et accès à réparation pour les victimes et les parties prenantes potentiellement impactées. On a vu, nous, on suit ça un peu de loin, il y a plusieurs affaires, mais est-ce que c'est efficace, d'après toi ? Alors, c'est bien évidemment un peu tôt pour déjà dire que c'est efficace, mais néanmoins, il y a quand même des leçons assez claires qu'on peut tirer après un peu plus d'1 an d'application de la loi allemande. La première leçon, c'est que comparé à ce qu'on faisait avant, donc quand on s'adressait aux entreprises en disant voilà, telle ou telle violation a été révélée par rapport à telle communauté, que pouvez-vous faire ? On avait très peu de réponses, voire pas de réponses du tout. Et là, sur les 6 plaintes dans les mécanismes internes des entreprises qu'on a déposées, donc sur la base de la loi allemande, sur devoir de vigilance, les 6 entreprises ont répondu de façon plutôt active et ont manifesté vraiment l'intention de s'asseoir à la table pour discuter avec les personnes concernées. Donc voilà, je dirais que c'est plus pris au sérieux qu'avant. J'imagine que c'est parce que voilà, c'est maintenant la loi la loi allemande, c'est une obligation de droit dur, c'est plus des standards volontaires. Voilà, ça c'est une première leçon positive. Les leçons sont par contre mitigées quand il s'agit de l'efficacité de cette loi, parce que dans, je dirais, la moitié des dossiers, les discussions qui ont eu lieu entre les entreprises concernées et les communautés n'ont pas vraiment mené à d'actions préventives concrètes ou qui adressaient vraiment le problème qui était dénoncé par les communautés. Je donne un exemple assez concret d'une plainte interne auprès de 7 grandes entreprises textiles qu'on avait déposé pour non-paiement du salaire minimum local et d'autres violations de droit du travail dans des usines de sous-traitance pakistanaises. Et là, en fait, la réaction assez immédiate d'un grand supermarché allemand a été de demander à rencontrer les syndicats et
là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une pression assez forte qui a été exercée par ce supermarché sur ses sous-traitants, pour qu'il y ait un accord qui soit conclu avec ce sous-traitant et le syndicat. Et cet accord sur le papier était plutôt prometteur parce qu'il permettait un accès aux syndicalistes, aux travailleurs pendant les heures de travail et un comité de contrôle commun pour s'assurer qu'il n'y avait pas de travailleurs qui n'avaient toujours pas de contrat écrit, ce qui est bien évidemment une barrière assez majeure au paiement du salaire minimum. Mais en réalité, cet accord-là, en pratique, il a mené plutôt à des choses qui sont ou à des phénomènes qui sont contre-productifs, parce que le supermarché en question n'était pas prêt à utiliser son pouvoir d'acheteur en fait pour faire en sorte que cet accord soit vraiment respecté et que des contrats soient vraiment conclus entre les sous-traitants et ces travailleurs dans l'usine. Et ensuite, on a observé que peu après la conclusion de cet accord, il y a eu en fait un effet rebond du licenciement de beaucoup de travailleurs qui avaient supporté ou soutenu la création ou la conclusion de cet accord. Donc on peut voir qu'en réalité, il y a eu un déplacement en fait de la responsabilité de l'entreprise qui est soumise à la loi sur son sous-traitant, sans prendre en compte concrètement quelles seraient les conséquences de ce déplacement de la responsabilité. Ouais, une cascade de la responsabilité, donc la compliance sur le papier, mais pas de l'effectivité. Et ça, d'ailleurs, c'est une question. Le rôle du BAFA là-dedans, il est d'organiser un peu la médiation, de contrôler un peu ce dialogue, ou il est ou pas du tout en fait. Alors ça, c'est la deuxième leçon un peu mitigée de cette loi. Alors le BAFA, c'est une autorité administrative, donc contrairement à la France, on ne fait pas face à un juge judiciaire, et les délais et les étapes de la procédure sont beaucoup moins claires qu'en France. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'une communauté va déposer une plainte devant le BAFA, ou va exprimer la volonté d'avoir une médiation qui soit encadrée par le BAFA, il ne va pas y avoir de procédure clairement indiquée et il va y avoir un accès très limité par la personne qui dépose la plainte à ce qui est fait par le BAFA, c'est-à-dire aux enquêtes qui sont faites par le BAFA, aux demandes que le BAFA va faire à l'entreprise sur quelles mesures ont été prises, comment elles ont été appliquées, quelles ont été les mesures de suivi, etc. La seule chose qu'on sait, c'est qu'une fois qu'une décision est prise par le BAFA sur oui ou non l'entreprise a respecté son devoir de vigilance ou elle devrait mettre en œuvre telle ou telle mesure, là il y a 1 mois pour faire appel. Mais la leçon reste qu'il y a très peu en fait d'inclusion ou de participation des parties prenantes et en particulier des parties demanderesses dans ce que fait le BAFA. Dans la résolution en fait, non. Dans la résolution et dans l'enquête, par exemple, demander à une entreprise quelles ont été les mesures qui ont été prises pour s'assurer que les sous-traitants mettent en œuvre des mesures pour que le salaire minimum soit payé à tous les employés dans les usines de sous-traitance. Il peut y avoir une réponse qui sera donnée par l'entreprise, mais il faut aussi qu'il y ait la perspective, je dirais, locale des personnes affectées qui soit donnée en réponse, comme on le fait en fait un principe du contradictoire. Et là, c'est pas le cas actuellement avec les procédures qu'on suit devant le BAFA, mais c'est quelque chose sur lequel notre attention est portée parce on a aussi la possibilité de faire des actions administratives contre le BAFA en demandant à ce que le BAFA change sa procédure pour qu'elle soit plus juste et plus participative, en reprenant par exemple des normes sur le droit à un procès équitable des personnes affectées. D'accord. Et maintenant, si nous parlons de la directive européenne, donc on va laisser de côté tous les atermoiements qui sont aujourd'hui, comme quoi on pourrait revenir dessus, mais en tout cas sur le texte qui a été adopté et publié en juillet dernier, quel est votre regard sur le futur devoir de vigilance européen, et notamment en termes d'accès à la justice et d'effectivité de cette obligation de vigilance pour les grandes entreprises, sociétés mères et donneuses d'ordre? Alors déjà, je pense qu'on peut dire que c'est quelque chose de très très positif d'avoir cette harmonisation au niveau européen. Je pense que ça répond aussi à un souci des entreprises qui nous était souvent opposé à nous, la société civile, en fait non, on va pas être compétitif, nous la France, si on est les seuls à avoir ces lois sur devoir de vigilance. Donc voilà, là, cette inquiétude-là devrait être résolue par la directive. Et puis ça apporte aussi pour les personnes affectées, je pense, plus de clarté sur
les lois dans les différents pays européens. Ce qu'il y a de positif qui a été repris dans la directive, c'est clairement la responsabilité extra-contractuelle qui n'existe pas par exemple dans la loi allemande, qui existe dans la loi française, qui a été reprise dans la directive, mais avec toujours les obstacles de la charge de la preuve, qui restent des obstacles très très importants en pratique dans quasiment tous nos dossiers. Et moi je pense que là on a une grande opportunité dans le cadre de la transposition de se reposer sur toutes les normes en fait de soft law, donc les principes directeurs des Nations Unies, les lignes directrices de l'OCDE, qui sont, ça a été dit dans les travaux préparatoires de la loi française, mais aussi dans les travaux au niveau européen et allemand, c'est la boussole d'interprétation de ce devoir de vigilance, ou peu importe comment on l'appelle, mais c'est la boussole d'interprétation de cette nouvelle obligation-là pour les entreprises. Et il y a beaucoup de choses, par exemple, si on parle de qu'est-ce que c'est qu'une mesure effective, ou comment l'évaluation des risques doit se faire in concreto par rapport à l'analyse sectorielle, géographique des risques. Tout ça, c'est très très bien expliqué dans ces instruments-là, et je pense qu'on a une bonne opportunité de les inclure dans la transposition pour s'assurer que les lois nationales soient les plus proches de ces instruments-là de soft law, qui à mon avis sont les plus à même d'assurer qu'il y aura vraiment des lois effectives pour la prévention des violations de droits humains qui résultent des chaînes de production et de valeur. Et je rajouterais que il y a beaucoup d'instruments qui sont sectoriels. Si on regarde les lignes directrices sur la déforestation ou sur l'agriculture, il y a des choses qui sont très précises et qui, je pense, sont très utiles à la fois pour le législateur et pour les entreprises sur comment faire une évaluation de risque, par exemple liée à la déforestation ou à l'utilisation de pesticides. Donc je la vois comme une très bonne opportunité avec une attention vraiment très particulière et soutenue qu'il faut apporter à comment s'assurer que les personnes affectées et les parties prenantes seront consultées continuellement sur l'évaluation des risques que devront faire les entreprises une fois que les lois seront mises en œuvre dans chaque pays, mais aussi sur les travaux pour les transpositions. Très bien, merci beaucoup Canel, on suit ça, donc merci de ta participation. Merci à toi pour l'invitation. Et donc c'est fini pour aujourd'hui, nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.